merci d'être toujours fidèles, très nombreux au rendez-vous de ce koh l'île des héros, chaque vendredi soir sur TF1. Et koh on revisite l'histoire de cette émission chaque soir à partir de 18h avec un invité. Ça peut être un invité comme Charlotte Eteoura qui est complètement dans cette saison, et puis des invités un peu plus anciens. Et aujourd'hui, j'ai envie de vous parler d'un invité avec un très très fort potentiel, parce que si j'ai envie de le présenter, j'ai envie de vous dire qu'il est polyvalent, il est complet, il est très fort dans les épreuves, il est pertinent dans la survie et notamment pour faire du feu, et puis il n'est pas dénué de toute tactique et de toute stratégie, ce qui fait que, eh bien, ça lui a permis d'aller loin, ça lui a permis de gagner le koh en Malaisie, le koh Johor en 2015. On va aller en parler avec lui, c'est Marc. Alors je le cherche, où est-il? Marc, il est là. Et nous l'attendons, Marc, pour discuter avec lui. C'est quelqu'un d'assez rare, c'est quelqu'un qui s'exprime peu, et c'est quelqu'un qui s'est laissé pousser la barbe. Salut Marc! Ah oui, Denis, j'ai la barbe du confinement. Oh la vache! Là, j'ai la barbe et les cheveux du confinement. Eh dis donc, mais c'est dingue, et on dirait presque le chanteur de ZZ Top. Eh. Ah ouais. Et en plus, mon coiffeur est en prison, donc mais il doit sortir en même temps que la fin du confinement. Bon, dis-moi juste, non mais c'est vrai, la barbe, tu la laisses pousser depuis le confinement ou non, t'avais cette Que, barbe-là comme ça? et là, non, que le confinement. Non, j'ai mon pote Manuel qui est mon coiffeur à Saint-Jean-de-Mont, à Montjean, et je vais le voir tous les 15 jours à peu près. Et là, Manuel, il travaille pas. Il respecte le confinement, c'est pas la peine de lui demander. Donc finalement, et moi je sais pas comment tu fais, parce que je pourrais pas garder une barbe comme ça aussi imposante. C'est marrant, c'est le fun, tu sais. Ça m'arrive de me raser la tête, ça m'arrive de me laisser pousser les cheveux. Tu changes de visage et tu as l'impression d'être quelqu'un d'autre et tu te croises dans le miroir et tu sais, ah oui, c'est vrai, c'est ça. Bon, c'est intéressant parce qu'on va reparler de ta saison, mais on va parler de koh dans son ensemble parce que tu es un observateur attentif. Je disais tout à l'heure, est-ce que tu es d'accord avec cette définition de l'aventurier polyvalent, fort dans les épreuves, pas manchot dans la survie et quand il s'agit de faire un peu de stratégie, au rendez-vous? C'est tout à fait moi. En fait, je suis comme ça dans la vie en fait. Je fais un petit peu de tout. Je fais rien à fond. Je suis pas le meilleur dans quelque chose en particulier. Par contre, je fais de l'architecture, je fais de la comptabilité, je fais de la construction, je fais du commerce, je fais tout. Je fais des tas de choses. Je suis Bon, bah ultra écoute, polyvalent. ouais, donc bah, on parlera justement de ta vie après. Mais d'abord, tu sais que c'est oh le petit chapeau. Bon bah Ah, il là y a un c'est. petit peu de soleil. Et dis-nous si d'abord, si d'ailleurs tu es confiné et dans quelles conditions tu vis ce confinement depuis pratiquement 2 mois maintenant. Alors, il y a une grande différence entre nous à la campagne et puis les Parisiens. Moi, je suis confiné j'habite au-dessus de ma boutique. Je m'étais créé un appartement sur un ancien plateau qu'on avait dans un cabinet avec un cabinet d'archi. Je m'étais créé un appartement de 250 mètres carrés. Et donc, on vit sur un site qui fait 5 hectares et on a nos animaux, les ânes, les moutons, les poules. Je m'occupe de ma vigne. Je peux faire beaucoup, beaucoup de choses. Et j'ai profité justement du confinement pour lancer un nouveau projet où on transforme tout le site en permaculture. C'est-à-dire que on a remué à peu près un peu plus de 10 000 mètres cubes de terre. On a installé 1500 tonnes de roches. J'ai un copain qui, tout d'un coup, n'avait plus de travail et qui arrivait avec son bulldozer, sa pelle de 25 tonnes, son Ouais. chenillard, etc., etc. Et on a fait un boulot de taré parce qu'on est très loin les uns des autres. Et on a profité de ce laps de temps pour changer notre vie. Alors explique-nous en 2 mots ce que c'est que la permaculture. La permaculture, j'y suis arrivé en découvrant il y a un petit peu moins d'un an le concept de collapsologie. C'est quelque chose que j'avais découvert sur France 2 et dont on parle de plus en plus. Tu vois, dimanche dernier, ils en parlaient sur TF1. D'accord. Alors Si on veut parce savoir, que si tu nous donnes un terme, un autre terme compliqué, la collapsologie. bah, Le collapse, la je vois ce collapse, que c'est. La collapsologie, je vois pas ce que c'est. Donc le la collapse, tu sais permaculture, ce la que c'est? collapse. Le collapse, c'est la raison pour laquelle Nicolas Hulot est parti du gouvernement. Nicolas Hulot est convaincu du collapse. Il est convaincu que si on met pas les moyens pour que ça change, tout va s'effondrer. Il y a quelqu'un qui en parle très bien, c'est Clément Montfort. Il en parle dans une chaîne YouTube qui s'appelle Next. Et je conseille aux gens qui veulent savoir rapidement ce que c'est que la collapsologie, d'aller voir quelque chose qui est expliqué par Arthur Keller.
Ouais, quelqu'un mais de brillant. en deux mots, Marc, quand même, pour pas nous laisser complètement Collapsologie, ça idiots. veut dire que très rapidement, si voilà, on peut. C'est super long de mots. Et Denis, j'ai lu des tonnes de bouquins, j'ai écouté Ouais, des non, tonnes mais de. voilà, pour qu'on comprenne un petit peu, tu transformes la Terre comment? Non, moi je transforme pas la Terre. Grosso modo, la collapsologie, c'est la conscience que les choses vont s'effondrer, que nos civilisations vont s'effondrer, qu'il va se passer quelque chose de relativement grave. Yves Cochet, notre ancien ministre de l'écologie, en parle, mais il en parle d'une façon un petit peu trop forte. Il y a des grands poètes comme Servigne qui en parlent aussi. Les choses vont s'effondrer, nos civilisations vont aller sur une pente descendante, on va aller vers l'économie des low-tech. Et ce que tu connais aujourd'hui, Denis, ça va totalement disparaître d'ici, on peut estimer, une dizaine d'années. Je pense que ça va commencer d'ici 2025. Nos mondes vont changer. Et plus besoin de vous inscrire à Koh-Lanta. Koh-Lanta, ça va être notre vie. Après, il y a des fous comme Yves Cochet, il parle de 30 millions de morts en France. Moi, je crois pas à J'avais ces vu, non mais trucs-là. enfin bon, ouais. Non mais là, Moi, le je catastrophisme, crois. il y a toujours eu des spécialistes. En tout cas, que notre monde change et que notre monde accélère son changement avec le coronavirus, c'est une certitude. Tu vois, j'en parlais ce matin, pas plus tard que ce matin, avec Yann Arthus Bertrand, avec qui j'enregistrais un podcast d'aventure. Mais bon, on va pas rentrer effectivement dans les détails, mais c'est vrai que notre monde C'est très va long de changer. comprendre. Exactement. En tout cas, Et notre donc, monde ça il va permet. changer, mais pour l'instant, koh existe encore bel et bien. Qu'est-ce que tu retiens de 2015, de ce koh que tu as gagné? Qu'est-ce que ça t'a apporté? J'ai réalisé un rêve. Mon rêve, c'était de participer à Koh-Lanta. J'ai posé ma candidature pendant 10 ans. J'ai enfin été sélectionné et j'ai pu vivre la projection que je me faisais de Koh-Lanta. C'est quelque chose d'incroyable, quelque chose de fou. Et tu sais, tu te dis toujours, ouais, si jamais j'avais été à sa place, j'aurais fait ça, j'aurais été meilleur, j'aurais tenu un peu plus longtemps. Il est nul. Ah, ça y est, tu y es, tu le vis. C'est Ouais, topissime. ouais, c'est sûr que c'est plus compliqué de vivre koh sans rien manger sur l'île que tranquillement en train de manger une pizza sur son canapé. Hein. Ouais, c'est ça, c'est clair. C'est C'est une différence énorme. C'est une différence énorme, mais en tout cas, c'est une vraie abnégation chez toi parce que tu le disais, 10e candidature, ça doit, chers amis hein, qui avaient tenté le casting pour la prochaine saison, vous rassurer, c'est-à-dire qu'on n'est pas forcément pris la première fois, on peut bien recommencer encore. Mais alors toi, tu avais trouvé une technique assez marrante, Marc, c'est que avant de faire koh comme tu n'étais pas pris, eh bien, tu partais toi-même faire ton propre koh sur des sites des anciennes saisons de koh que tu avais vues à la télévision. C'est Ah, quand même bien un peu enseigné, dingue, ça. Denis. T'es le seul à avoir fait ça, le seul à avoir imaginé de faire ça avec tes amis. Je ne sais pas si je suis le seul, mais j'ai fait ça au Raja Ampat. C'est magnifique. Tu connais bien. Je pense que c'est Ah, un c'est endroit que tu aimes magnifique. bien. J'adore. Et il y a une île qui s'appelle Merpati. Et j'ai retrouvé sur cette île la cabane qu'avait montée Théoura et toute la clique de l'époque. Et j'y suis allé 2 fois. Et j'y suis allé une fois avec Catherine. Ouais, Catherine Brun, la ancienne Marseillaise. candidate aussi, la Et Marseillaise, la femme de que j'ai eu l'OM. l'occasion de rencontrer. Ouais. Ah ouais, non, mais c'est assez fou. Et alors, raconte-nous, parce que ces aventures que tu organisais donc sur les sites de koh mais avant de faire ton vrai koh tu partais dans quelles conditions? Est-ce que c'était proche de ce qu'on propose à koh en termes C'était assez d'inconfort? C'était assez proche de ce qu'on propose à Koh Lanta. Qu'est-ce qu'on faisait Alors j'ai la chance de parler indonésien, donc en arrivant, je pouvais négocier avec des pêcheurs. Je leur Ouais, négociais le bateau, on achetait l'essence, généralement à peu près 1 tonne d'essence. Tu sais que la consommation d'essence est énorme sur ces bateaux-là. bien sûr. Pour aller à Merpati, c'est 8 heures de bateau sur des petits bateaux. On achetait du riz, des machettes, et puis une bâche, Ouais. et puis de l'eau. L'eau, c'est super important. Et Ouais, bah, puis, l'eau, on le rappelle, on donne l'eau évidemment sur les camps. Il y a des gens qui me posent la question de temps en temps comment ils font. Eh bien, il y a de l'eau potable, évidemment, donnée, qui est dans une réserve sur chacun des camps parce qu'on ne peut pas vivre sans eau, c'est une évidence. Et mais c'est rigolo que effectivement juste du riz, ouais, juste du riz et on pêchait. Et on pêchait beaucoup, beaucoup. ouais, Ce sont des eaux qui sont très poissonneuses. Je pense que Martin, qui a chassé sur Merpati, dira pas le contraire.
Martin Et, Bazin, qu'on euh, a eu comme invité il y a quelques temps, là, ouais. et Martin était sur mère Patti, hein. Et, Ouais. euh, et donc, et même parfois, on avait tellement de poissons que quand les villageois passaient, on négociait quelques mangues ou des bananes avec eux, chose Donc qu'on des n'a pas réussi à poissons faire. contre des mangues. Des poissons contre des mangues. Ah, c'est sympa parce Des que dans poissons ces contre des mangues. zones du monde, et je le dis souvent, au Fidji, où nous avons tourné les dernières saisons, on est adossé à des villages où les gens n'utilisent quasiment pas de monnaie. Les gens sont que dans le troc. C'est je te donne du manioc, tu me donnes du poisson. J'ai acheté du riz en quantité en allant à la capitale il n'y a pas très longtemps. Je te donne un peu de riz et tu me fabriques ma maison. Tu me donnes du bois, je te donne une brique. Enfin, c'est assez étonnant. C'est du troc comme on faisait, nous, il y a quelques centaines d'années, quoi. Exactement. Et c'est du primitivisme. Hein. Ouais, Et exactement. Et c'est c'est excellent de vivre ça, en fait. exact. Tu vis quelque chose à part. En tout cas, moi, ce qui me fascine, Marc, c'est que finalement, tu n'as pas attendu koh pour être un aventurier. Tu n'as pas attendu koh pour te mettre en danger ou te mettre en difficulté dans des situations complexes. Est-ce que tu dirais aujourd'hui que tu es un aventurier dans l'âme depuis très longtemps, que ce soit dans tes projections comme ça avant koh à koh ou même dans ta vie de tous les jours d'entrepreneur dans l'ouest de la France? En fait, quand on est un entrepreneur, il faut être un aventurier parce que c'est compliqué et à chaque fois que tu prends un coup, il faut faire preuve d'imagination, faire preuve d'abnégation, de force et puis être capable d'avancer. Je pense que c'est très formateur d'être entrepreneur. Et Et- j'ai ça au fond de moi. Je suis super bien. ah, on a eu un petit moment Je me trouve en élément. Et Marc, juste un truc, est-ce que tu penses que tes aventures précédentes, avant ton vrai koh ça t'a aidé à être aussi... Je suis désolé, je t'entendais plus. J'ai eu un appel que j'ai refusé, je t'entendais plus. Là, tu m'entends là? Je t'entends, vas-y. Ouais. Non, je te demandais, est-ce que ces aventures précédentes, avant koh avec certains de tes amis, sur les sites que nous avions choisis, ça t'a aidé à être performant tout de suite dans ta saison de koh en 2015? Certainement, de toute façon, toutes les expériences t'aident à avancer dans la difficulté. À partir du moment où tu as vécu une difficulté, tu peux déjà reproduire ta réaction et tu as déjà encaissé un petit peu auparavant. Donc, tu sais, tu cours pas un marathon du premier coup. Non. Tu vas d'abord vivre le semi-marathon et puis tu vas aller un peu plus loin. Et donc, les difficultés passées te permettent d'être plus fort pour les difficultés présentes. Tu sais qu'il y a beaucoup de gens qui ont gardé de très bons souvenirs de toi, je le vois sur les messages qui nous arrivent. Alors, Je reçois encore beaucoup de messages. non mais en tout cas, ce qui est marrant, Marc, c'est que ce statut, cette expérience, il y a certains qui te le reprochent dès le départ. Hein, certains te trouvent trop omniprésent dès le début de l'aventure en 2015. Je, je pense que au moment où je commence le jeu, je fais pas attention. Je suis dans l'hyper excitation et je fais pas attention à ça. Ça y est, j'y suis. Et ensuite, quand je vais à ce conseil, il y a l'élimination de Babette et je me rends compte qu'il y a un vote unanime et que je suis pas au courant du vote. Je me dis, hey mec, reviens Ouais. sur Terre parce que tu es à koh t'es en train de t'amuser, il y a l'aventure, mais c'est qu'une toute petite partie de koh et donc il faut faire face au reste, quoi. Donc c'est là que tu comprends qu'il faut effectivement bien t'intégrer et puis jouer aussi finement. Bon, ensuite, tu marques quand même les esprits. Ah mais t'as ta gourde de koh. Ah bah ouais, j'étais obligé. J'étais Bien obligé. joué Marc. Bien joué la gourde de koh pour se désaltérer dans l'ouest où il fait beau. Non, je dis, il y a aussi quelque chose qui te permet de marquer des points, c'est de faire du feu. Ah, ça aide. Alors je me suis longuement entraîné à faire du feu. Ouais. Et je me souviens du premier conseil où il y a le chef du conseil, un certain Denis, qui me dit que je suis un aventurier de pacotille. Oh non, je me serais pas Parce... permis. Je me serais pas Ah, permis, Marc. Je me serais pas ouais, permis. mais non, mais Denis, c'est normal, parce qu'au conseil, tu nous bouscules et tu as besoin qu'on réagisse. Et c'est normal. Et tu me dis que je suis un aventurier de pacotille parce que tu dis que quelqu'un qui sait faire du feu, c'est aussi faire du feu sous la pluie. Et moi, je dis, je suis pas capable de faire du feu sous la pluie. Et là, je prends une claque, je me dis, oh, putain, il faut que j'ai la chance, il faut que je puisse réunir un maximum de bonnes conditions.
Et le lendemain, il fait beau. On me dit, ouais, vas-y, fais le feu. Et je dis, non, c'est encore trop tôt, il faut que je laisse sécher. Et là, je me prépare exactement comme il faut. Je reste hyper serein et je fais le feu comme ça, à un claquement de doigts. C'est vrai que tu le Et fais super on, vite, a- super vite. on aurait pu me filmer vous auriez pu me mettre pendant 2 heures d'échec avant. J'ai mis 2 heures d'échec. Pendant 2 heures, j'ai galéré, j'ai pas fait de feu. Et tout d'un coup, le jour où je me dis, tiens, je vais attendre le bon moment, eh bien, c'est vrai qu'en 2 minutes 30, tu fais le feu. Bon, ensuite, ça va assez vite. Et c'est vrai qu'il y a la recomposition des équipes. Manon devient capitaine rouge, Sébastien capitaine jaune. Toi, tu appartiens à l'équipe de Sébastien. Et j'imagine qu'il y a un moment qui restera gravé, c'est le moment où il y a ce gain du kit de pêche. Voilà, très beau moment. Très, très beau moment parce que j'adore la pêche. Je suis vraiment dans mon élément dans l'eau. J'adore ça. Et au moment où on ramène le kit de pêche, j'ai dit, OK, je vais marquer quelques points de plus parce que ils vont manger. Ils vont pas manger un petit peu, ils vont vraiment manger. Tu sais que ça Et- nous est arrivé une fois de pas réussir à finir le poisson. mais je me souviens. Mais attends, c'est pas cette année-là que quelqu'un avait dit ah non, pas de la murène, c'est trop gras. Ah bah si, C'est c'est énorme. Qui Charlène est-ce qui qui avait avait dit dit, ça? Elle a dit, Marco, tu ramènes plus de la murène, c'est trop gras, j'aime pas. Oh non, mais c'est énorme ça. Mais moi, ça m'avait fasciné. Et Marc, reconnais que quand on fait le feu et qu'on est capable ensuite de ramener du poisson à profusion, dans koh il faudrait être fou pour essayer de t'éliminer. Parce que, encore une fois, bien sûr que c'est important de faire une table, c'est important de faire un campement à peu près étanche. Mais la nourriture, c'est quand même la base. Et quand on est capable de récupérer du poisson comme toi, bah ça marque une aventure. Tu t'es rendu compte à ce moment-là de l'impact que tu avais sur les autres par tes compétences, par tes performances dans la vie. Je savais que ça allait être comme ça. Je savais, il fallait juste que j'ai les bonnes conditions pour en profiter. Mais je savais que ça allait être comme ça. C'est pour ça que quand on parle du riz et qu'on décide avec Cédric, parce que il y a une chose qu'on voit pas beaucoup à la télévision, mais avec Cédric, on fait un binôme. Ouais. On est main dans la main. On avance dans koh main dans la main. On se fait nos 2-3 réunions par jour dans la forêt, cachés derrière les bananiers ensemble. Et quand on décide de manger Eh, tout le riz, moi, c'est parfait pour moi. S'il n'y a plus de riz, il n'y a plus rien à manger, je vais être le pourvoyeur. tu seras encore On est plus obligé de nous important. garder. On en profite C'est pour hyper saluer important. Cédric. Parce que s'il y en a bien un qui était stratège, s'il y en a bien un qui réfléchissait 2 ou 3 coups à l'avance, c'est bien Cédric. Parce que c'est une saison, c'est une saison avec des personnalités. Je réfléchis, hein, mais il y avait Nessim, il y avait Alban, il y avait Jessica qu'on retrouve cette année, Mélissa, Chantal, évidemment. Pourquoi ne pas parler de Jeff? Est-ce que tu te souviens, tiens, en parlant de Jeff, le moment où il est furax d'avoir perdu une épreuve qu'il était persuadé de gagner et où il compare son équipe au Real de Madrid et À l'autre Dijon. équipe à Dijon. À Dijon. Et il sait pas que tu viens de Dijon. Ben non, il ne sait pas à ce moment-là, effectivement, que Il je suis sait né à pas que tu viens de Dijon. Dijon. Moi, je Non, mais suis c'est. juste là à ce moment-là. Je suis désolé pour lui parce qu'en fait, je sais que quand ça va passer à la télévision, ça va être compliqué. Ouais, ben c'était rigolo parce que effectivement, il Oui, était tellement dans un esprit de gagne. toutes les mères de famille comme Corinne, parce que ça tournait autour de Corinne. Bien sûr. Ah ben Corinne, elle était On est effondrée, je me d'accord. souviens à l'époque. Et ça tournait autour de Corinne. Et toutes les mères de famille qui potentiellement s'identifient à Corinne ne pouvaient que réagir. Et Corinne qui avait tout à fait sa place à koh. Bien sûr. Tout le monde a sa place à koh. Tout le monde a Merci sa Marc place à de koh. le dire. Merci Marc de le dire. Y compris Ahmad. Bah, y compris Ahmad. En plus, Ahmad, c'est un grand fan de koh. Ça fait partie des gens qui connaissent tout koh. Et c'est un grand fan de Survivor aussi. Alors, Ahmad, il fait la stratégie à coup de poing. Hein. Ah, Il y c'est va très clair. très fort. Mais bon, dans Survivor, ils font tous la stratégie à coup de poing. Et tu sais qu'une année, il y a un gars pour gagner le confort. Il y a son cousin qui est là et il dit à son cousin comment elle va, mémé. Et puis son cousin fait elle est morte, mémé. Il fait oh non, j'aurais tellement aimé pouvoir la revoir en revenant. Et les autres disent on te donne le confort, va avec ton cousin. Et le mec, il se retrouve en confort, il fait on les a bien eu, la grand-mère elle est vivante. C'est un truc de malade. Tu fais ça en France, les mecs ils arrivent avec des Ah non. kalachnikovs. Ah Tu ben te non. fais défoncer. Ah ben Tu c'est peux clair. pas, c'est impossible. Non mais je le dis souvent.
c'est des Hamad, du high. il y en a 4 ou 5 chaque saison aux États-Unis. La stratégie, ça fait plus que partie de l'aventure. C'est Ils sont très l'ADN forts, même. ils sont très très forts. Ah, ils sont très forts, les Américains. Mais c'est pas tout à fait la même émission. Puis nous, on fait une émission qui dure 2 heures. C'est une émission qui dure 45 minutes. C'est un peu plus C'est un autre compliqué. format, c'est un autre C'est un format. autre format. Il Voilà. y a plein de gens qui aiment la stratégie. Tu vois, moi j'ai Mais longtemps la vie est discuté une forme de stratégie. Il faut pas l'oublier. et je me souviens en commençant koh au conseil, souvent te dire, Denis, est-ce que stratégie c'est un gros mot? Tu te souviens de ça ou pas? Bien sûr. Et j'ai toujours dit Et non. tu me disais non, ce n'est pas un gros mot. C'était compliqué de réussir à imposer ça. Bon, il y a Mais des gens encore avec qui aujourd'hui. Mais Marc, j'ai encore discuté pendant aujourd'hui. très longtemps de stratégie. T'as Encore des forums aujourd'hui. comme T'as des forums comme Big Forum avec Felouz où les mecs ils parlent que stratégie, ils adorent ça, ils décortiquent tout, ils décortiquent le clignement d'œil, le machin. Claude, il est extraordinaire. Quand Claude il fait pencher, je sais plus comment elle s'appelle pour qu'elle prenne son courrier, c'est incroyable. Alexandra. Alexandra, quand Claude il dit que lui il aimerait bien le courrier, c'est plus important que la nourriture pour lui, mais Claude il en a rien à faire. Il veut la nourriture, il en a rien à faire du courrier. Ouais. Mais il est bankable s'il dit, moi, je vais laisser mon courrier pour les autres. Ouais. Mais il est hyper malin. Moi, j'adore ce gars. C'est avec des gens comme ça que tu t'amuses à faire un koh. Ah ben, tu vas Il y lui a faire plaisir tellement de petites choses. parce que c'est partagé. Il te respecte beaucoup et il est là. Il écoute le live ce soir. Ben, j'ai envie de te dire, il est un peu fait du même bois, c'est-à-dire qu'il est bon en stratégie, il est bon dans les épreuves et il n'est pas mauvais dans la survie. Donc voilà, il est peut-être un peu moins, enfin, il est plus citadin que tu ne l'es toi. Néanmoins, c'est vrai qu'il y a des choses qui se ressemblent. Au Très 4e fort épisode, physiquement. on a fait un truc, je m'en souvenais plus, tu vois, c'est en préparant cet entretien. On a inversé les camps. Ouais. C'est-à-dire qu'à un moment, les rouges sont allés chez les jaunes et les jaunes chez les rouges. Donc forcément, toi, bah, tu te retrouves sur un campement qui est un peu plus bancal que celui que tu avais organisé. Alors, je pense que c'est après le 4e épisode. C'est au 4e? C'est au 4e. Ok. Ouais. On se retrouve sur Tinggi. Tinggi en malais, en indonésien, ça veut dire grand, parce en gros, il y a une grande montagne. Ouais. On se retrouve sur l'île de Tinggi. Et là, moi, j'adore énerver les gens. C'est un énorme défaut que me reproche mon épouse. Et tu dis, voilà, ça va être compliqué, vous inversez les camps. Et je dis, ça va pas être compliqué pour nous, hein. On va s'en sortir. Et arrivé là-bas, on trouve du poisson, on trouve de la coco. Et on arrange nos petites combines aussi, parce qu'à Koh Lanta, tu as des combines. Il y a des petits trucs que vous voyez pas et que nous, on gère un petit peu différemment. Et on a très bien mangé à Tinggi, super bien mangé. J'adore ça. J'adore. Et tu sais ce que je voulais faire, tiens. Et je vais te dire un truc. Dis-moi. Et tu mets juste une plus grande. Tu sais, tu parlais de la pêche tout à l'heure. Ouais. Tu sais, il y a une fois où mon pote Bruno, c'est vraiment un très bon copain Bruno que j'ai très souvent et Qui est mon allé pote loin. Bruno, il était parlera. tout le temps avec moi en chasse sous-marine. C'est un excellent nageur, mais c'est pas un chasseur, mais il a appris à chasser. Il chasse bien maintenant. Et un soir, il me dit, Marco, on rentre, mais c'est pas possible. Pourquoi t'insistes? Et je dis, Bruno, il y a une carpe rouge. Elle doit faire 12 ou 15 kilos. Je la veux, mais si je vais vers elle, elle viendra pas. Et je descends, je fais des apnées, 2 minutes, 2:30, 2:45. J'attends, elle vient pas. Il me dit, pourquoi tu la veux? Je dis, Bruno, je vais faire un truc qui s'est jamais fait. Je veux arriver au conseil, je veux la donner à Denis en disant, Denis, on peut pas la manger, on vous la donne, régalez-vous. J'aurais adoré faire un truc comme ça. C'est too much. Bruno me dit, t'en fais trop, arrête. C'est too much. Mais j'adore. Ma vie, c'est ça. J'en fais trop et je m'amuse. Mais c'est ça qui me fait marrer. C'est pour ça que t'es un aventurier quand même que moi je retiens et qui m'a souvent bluffé. Qui m'a bluffé aussi parce qu'il y a eu des moments d'émotion. On va y revenir. Oh, quand je vois cette gourde. Mais d'abord, t'aimes bien aussi, tu vois, une sorte d'être un peu une sorte de poil à gratter. Quand tu as dit un jour, je me souviens, je préférais qu'il pleuve, moi. Parce que comme ça, on verrait au moins ceux qui sont au-dessus du lot et ça ferait la différence tout de suite. C'est-à-dire, tu voulais le pire pour que les faibles, eh bien, se révèlent d'eux-mêmes. Oui, c'est ça. Et en fait, j'adore ça. C'est à un moment donné où j'étais en danger quand même. Ouais. On pouvait avoir le sentiment que j'étais en danger. Ouais. C'est juste avant que l'alliance avec Chantal et Bruno se concrétise, se finalise, parce qu'elle était déjà en marche. Ouais. Et il me faut une chose, il faut que ça devienne difficile. Parce que, comme dans beaucoup d'années, on ne cache pas, il y a plein de gens qui, même si Koh Lanta est quelque chose d'extraordinaire, il y a plein de gens qui se mettent sur place.
ont pas envie d'aller plus loin et ont envie d'abandonner. Ok. Et ce petit grain de sable dans leur rouage, je sais, et on peut pas trop en parler, mais ma saison a été une des pires. Et parfois, il faisait la queue, donc c'était compliqué. Mais à chaque fois, j'entends quelqu'un me dire que sa saison, c'était pareil. Le petit grain de sable dans le rouage qui va permettre de rester un petit peu plus longtemps. Et moi, la pluie, balance-moi la pluie, j'en ai rien à faire. C'est ce que je faisais quand il pleuvait. Je me foutais en slip. Je prenais mon sac étanche, je sortais tous mes vêtements, je me foutais en slip auprès du feu. Et tout le monde disait, mais c'est un gros taré, lui, il est à poil sous la pluie. Ouais. Sauf que quand il avait fini de pleuvoir, je finissais de me sécher au feu et je remettais mes vêtements secs et je pouvais dormir. Et les autres étaient tous là dans leurs vêtements en train de grelotter. Bien, toi, la pluie, c'est facile, c'est pas très compliqué. Tu gères, tu prends un coup, tu t'encaisses. Non, Marc, je peux pas te laisser dire ça. Quand tu vois de temps en temps les pauvres aventuriers, mais là, franchement, c'est terrible. Les images de pluie, que ce soit de jour ou de nuit, tu sais, mais pas une pluie, pas une grosse drage, pas la pluie tropicale, une pluie lancinante pendant des heures et des heures. Ouais. Tu sais ce que tu fais? Je vais donner mon secret à tout le monde. Quand c'est difficile comme ça, quand tu vis un moment qui est vraiment difficile où tu dois te sortir les tripes, tu prends juste conscience de ta souffrance et de la difficulté, et tu prends quelqu'un qui compte pour toi et tu lui offres ta difficulté. Et tu dis, c'est à lui ou c'est à elle que j'offre ça. Eh bien, à ce moment-là, ça devient beaucoup plus simple. Parce que tu es en train de donner quelque chose à quelqu'un. J'ai d'autres petits secrets comme ça, je ne veux pas tout dévoiler. Non, mais il y en a qui vont prendre des notes. En tout cas, Claude qui dit que tu es fort, Claude qui dit que ça se joue évidemment dans la tête. Théoura, qui est quand même bien placé pour savoir quoi faire quand il y a une bonne pluie tropicale, dit évidemment la solution, c'est ce que tu préconises, c'est-à-dire d'être à poil ou en slibard à côté du feu pour que les vêtements restent secs et que tu puisses les mettre après. En tout cas, ça reste un moment, et tu vois, je voudrais qu'on le partage parce qu'on l'avait partagé là-bas, ce moment aussi du coup de téléphone que tu n'as pas. Tu te souviens? Parce que vous ne le gagnez pas, le coup de téléphone. Et je participe pas parce que je tire 5 boules noires d'affilée. Ouais, on m'a égalé il y a pas longtemps, mais je participe pas. En tout cas, ton équipe ne gagne pas. Tu te souviens? Ouais. Sur le coup de téléphone. Et toi, à ce moment-là, tu avais terriblement besoin d'un coup de téléphone. Tu t'en souviens? C'était pour toi la récompense. Ouais, je me souviens. C'était l'idée d'avoir une nouvelle de quelqu'un qui allait pas bien et dont j'aurais aimé avoir de petites nouvelles, mais qui avait accepté que je parte et qui m'avait encouragé à partir. Ouais. Et c'est aussi ce qui t'a donné cette force. Parce que tu te disais que quoi qu'il arrive, la pluie ou pas la pluie, le feu ou pas le feu, tu vivrais de toute façon une situation moins précaire que la sienne et une situation moins difficile. Il y a quelqu'un, il y a Bruno qui a dit une chose super intelligente à Koh Lanta. Il a dit, on est tous en CDD. Et il y a plein de gens qui font Koh Lanta en CDI. Et nous, c'est du CDD. Donc, enjoy, tu encaisses et basta. Ouais, c'est intéressant ce que tu dis. Un mot, ton sentiment sur les ambassadeurs. On en a parlé il n'y a pas longtemps avec Alban. Jeff, Cédric, et là j'ai envie de dire le modèle de Cédric, et Alban qui est la victime collatérale. Cédric sera jamais battu aux ambassadeurs par quiconque. Il a été extraordinaire. Il a donné une leçon d'ambassadeur à tout le monde. Pourquoi est-ce qu'il fallait qu'Alban parte pour nous? Parce que Alban parlait très bien. Alban était capable de retourner des gens. Et en l'occurrence, c'est pour ça qu'on avait orchestré l'élimination de Christophe précédemment. Parce qu'on savait que si jamais on faisait une réunification et qu'il y avait Alban récupérait Christophe. Ça, c'était sûr. Et donc, il fallait trouver une bonne excuse avec Cédric pour sortir Christophe précédemment. Et on avait trouvé la bonne excuse. Et on avait aussi pensé que peut-être il re-rentrerait parce qu'à Koh Lanta, les gens re-rentrent. Et donc, on lui avait donné les moyens de sortir avec du panache. Et quand il est rentré, il est resté dans notre alliance. Et c'est tout un truc. Et ce qui se passait dans nos têtes, j'adorais ce qu'avec Cédric, quand tu parlais d'un truc, parfois je me disais, putain, comment je vais lui en parler, c'est tellement compliqué. Et il finissait mes idées. J'ai dit, génial, putain, ce mec, il est incroyable. Et comment j'en suis là? Ouais, Alban, il était très très fort pour emmener des gens derrière lui. Ouais. Il fallait qu'Alban s'en aille. On était d'accord avec Cédric. Et c'est pour ça que quand Jessica dit que Cédric a fait quelque chose de pourri,
je dis que moi, je suis tout à fait d'accord avec Cédric et ça faisait partie de mes préconisations aussi. C'est-à-dire que je laisse pas Cédric être le seul salaud devant la tribu entière, la tribu réunifiée. Je veux bien prendre l'étiquette de salaud aussi dans le dos parce qu'il faut prendre ses responsabilités. Ouais, en tout cas, c'était de la stratégie. Bon, ensuite, Jeff est éliminé, il revient sur un abandon médical. Et puis, au 8e épisode, Jeff, il prend sa revanche, entre guillemets, un peu par rapport à Cédric, via une tierce personne, Mélissa, qui, elle, au bon moment, sort son collier d'immunité. Incroyable. On sait qu'elle a le collier d'immunité, on sait qu'elle va le jouer. Ouais. Mais si tu as Cédric, demande à tout le monde, demande-leur, c'est vrai. Les gens ne me croient pas. On sait qu'elle a le collier d'immunité, on sait qu'elle va le jouer parce que Chantal l'a dit à Nessim. Et on est dans le bateau, on en parle entre nous. Et moi, je suis en train de négocier pour qu'on trouve un terrain d'entente pour sortir quelqu'un. Et Nessim, il dit, moi, je veux pas voter Bidule. Bidule, il veut pas voter truc. Ça devient super compliqué. Et là, Cédric, il se retourne vers moi et il dit, toi, Marco, ils m'ont abandonné. Et je vais sortir ce soir parce qu'ils m'abandonnent et parce qu'on ne peut pas changer nos votes. Et ce soir-là, Cédric, il a été abandonné. Ouais. Mais moi, jamais j'ai abandonné quelqu'un comme Cédric dans une aventure. C'est pas possible. Tu abandonnes pas les valeureux. Bon, il y a des éléments moi qui m'ont marqué aussi. Dis-moi si je me trompe, mais j'ai le souvenir que tu avais pris un certain nombre de kilos avant de partir pour, en maigrissant, te retrouver dans ton poids de forme. Quand je passe à l'INSEP, l'INSEP c'est l'endroit pour les gens qui ne savent pas, c'est l'endroit où vous faites nos examens. Je passe à l'INSEP, je fais 82 kilos. Et au moment de commencer Koh-Lanta, le médecin rentre dans nos chambres et moi il rentre dans ma chambre parce qu'on a 3-4 jours d'acclimatation. Et il rentre dans ma chambre, il me pèse, je fais 93 kilos. Mais c'est important parce que quand tu vas chasser en 1 heure, tu perds plus de 1000 kilocalories. Donc il faut vraiment avoir des réserves. J'avais mes réserves et ça faisait partie de ma stratégie. Je pense que tu vois, j'en ai pas assez discuté avec Cédric. Il arrivait sur un retour avec cette même stratégie. Sur un retour, il faut pas avoir cette stratégie. Ouais. Sur un retour, il faut avoir du turbo dans les jambes. C'est vrai que moi, je me souviens, il était un petit peu grassouille, hein, le père Cédric, par rapport à ce qu'on avait connu la première fois. Alors que c'est un mec qui a une plastique irréprochable. Hein. Bien sûr. Mais tu reviens sur un retour, il faut avoir du turbo dans les cuisses. Quoi. Il faut être capable de partir au quart de tour, dès le départ. Il y a un autre truc qui m'avait fasciné, c'est que on parle de pêcher, de faire du feu, mais toi, tu avais même trouvé la possibilité de faire de l'huile de coco. Alors, l'huile de coco, il faut savoir que j'ai longtemps travaillé en Indonésie. J'ai fait une petite 50aine de visites en Indonésie. Ouais. C'est pour ça que je parle la langue. Et l'huile de coco, dans la famille dans laquelle je vivais, ils faisaient leur huile. L'huile, elle se faisait au quotidien. Moi, je vivais chez les balinés. Hein. Ouais. J'allais me laver à la rivière. Je cuisinais avec la famille. Je faisais partie du gamelan. J'ai fait mon baptême, ce qu'on appelle le poton guigui, donc l'image de dents. Je me suis fait limer les dents avec les grands costumes et machin. Donc, je faisais partie de la vie de balinés. Et la vie des balinés, c'est en partie de faire de l'huile. Et donc, j'ai souvent fait de l'huile avec des balinés. Et l'huile qu'on utilisait pour notre consommation quotidienne. Et donc c'était drôle. Sur place. On a fait un petit moment, une petite récréation huile. Et je me souviens que ça t'avait vraiment amusé. Ah ouais. Et puis ensuite, petit à petit, tu montes vraiment en pression dans les épreuves parce que tu avais tiré ton épingle du jeu, mais on n'avait pas senti, tu vois, les performances individuelles capables de faire la différence. Et tu vois, 11e épisode, 12e épisode, tu gagnes coup sur coup les immunités. Tu avais précédemment gagné le parcours du combattant, même si tu avais été battu dans la finale derrière par Jessica. Tu montes petit à petit en pression. Est-ce que c'est parce que tu te sens mieux que les autres, que tu gères mieux la fatigue que les autres, ou par stratégie, tu t'étais un peu tempéré pour mettre le turbo au moment opportun? Me tempérer moi? Ouais. C'est impossible. Non, mais quand je pose la question, tu poses la question, tu connais la réponse. Je peux pas me tempérer, c'est pas possible. En fait, je découvre que on m'avait souvent dit tu as des capacités athlétiques, mais moi j'aime pas le sport. C'est un truc. J'aime bien m'amuser, j'aime bien aller faire un squash avec ma femme, avec des copains. J'aime bien aller faire de la chasse sous-marine, mais le sport pour le sport, non. Aller courir comme ça te branche pas? Oh là là, quand j'ai des kilos en trop et que je veux pas que ma femme elle subisse trop ça, quoi, mais elle s'en fout.
Mais ouais, je vais courir un peu, mais en plus j'ai les genoux en vrac, c'est un peu compliqué. Non, mais je découvre que ça marche bien, mais il y a aussi une chose, c'est qu'à chaque fois, j'ai aussi la stratégie qui fait que le bâton, je le prends dans l'autre sens, dans le sens opposé à tout le monde, parce que je réfléchis qu'il y a une meilleure flexibilité dans l'autre sens. Quand j'arrive à la fin du parcours de combattant, y a machin qui dit mais j'ai compris comment t'es arrivé, tout le monde s'est jeté dessus, et toi tu as pris tes mains et tu t'es essuyé les mains sur le tronc d'arbre et t'as pu courir, attraper la corde. Et en fait, tous ces petits trucs là, ça arrive. Ben, tac, je vois le chemin et je suis le chemin qui m'apparaît. Je gagne avec ma tête. Ouais. Je gagne vraiment avec ma tête. Bon, et puis il y a le 13e épisode où là, quand même, la petite Mélissa, et c'est pas la seule, hein, je me souviens d'un Rabière, justement, qui a réussi la même chose. Au moment où on les attend pas, sur la dernière immunité, ce fameux équilibre sur l'eau où il faut quand même montrer des capacités physiques assez étonnantes, eh bien, Mélissa, elle réussit sur le labyrinthe en aveugle à la fin, parce que c'est comme ça que ça se terminait, à gagner l'épreuve et à se qualifier pour la finale. Tu te souviens à quelle avance je suis arrivé au labyrinthe? Non, je me souviens pas, mais j'étais arrivé très très loin devant. Je suis arrivé avec une avance énorme, et avec une telle avance que quand je rencontre Isabelle Gambotti, elle me dit, après le jeu, elle me dit, Isabelle Gambotti, qui est la grande directrice de casting, pour ceux qui ne savent pas, elle me dit, c'est sûr, tu as fait exprès de perdre sur la dernière épreuve. Et je la regarde et je dis, c'est compliqué pour moi de faire exprès de perdre. Alors après, voilà, mais je peux pas faire exprès de perdre. Non, Mélissa, c'est pas dans ton ADN, c'est pas dans ta mentalité de faire exprès. Non. Mélissa, elle a cartonné, elle a réussi à trouver la voie, elle a gagné. Et en fait, ça me met dans un grand dilemme parce que j'ai ce trio de valeureux. Avec Bruno et Chantal, un peu pompeux. Avec Bruno et Chantal avec qui on s'est fortement rapproché. Et un mec super, Seb, un mec vraiment super. Sébastien. Un mec qui était attendu pour être le gagnant de Koh-Lanta. Il avait tout pour être le gagnant de Koh-Lanta. Et un mec qui savait en plus être aimé de tout le monde. Et Seb, il fait une petite erreur précédemment, c'est que au-delà du trio, il y a un quator et on est tous les quatre ensemble. Et Chantal, elle se sent pas bien. Moi, je sors d'une angine afteuse, mais moi, je dis que je veux pas aller au confort. Et Chantal, elle se sent pas bien et il prend Mélissa. Et là, il donne la mauvaise excuse pour pouvoir voter contre lui. Et donc, je vote contre qui? Je vote contre Bruno, contre Chantal ou contre Seb à la fin. C'est ultra compliqué. C'est pour ça que Mélissa, elle vous a mis dans un sacré pétrin, parce que c'était pour vous couru d'avance. Mélissa ne gagnant pas l'immunité, c'est elle qui sautait, c'était sûr. Est-ce que je peux raconter une anecdote? Ça ne t'embête pas? Je raconte une petite anecdote. Bien sûr. Il faut savoir une chose à Koh-Lanta, c'est que pour valider un collier, il faut que on soit filmé en train de trouver le collier. On est d'accord? Évidemment. Okay. Bon, Bruno a trouvé le collier. Je le sais, Chantal le sait, il est entre nous le collier. Et on est tous les trois et Bruno dit, on est un trio, c'est les uns pour les autres, le collier il est pour celui qui en a besoin. Ouais. Et Bruno il me dit, il y a une possibilité. Je donne le collier à Chantal, c'est elle qui le trouve. Tu gardes ton alliance avec Sébastien, tu votes contre Chantal. Chantal sort le collier et au final, les votes contre elle ne comptent pas et c'est Sébastien qui sort parce que Chantal et moi nous avons voté contre Sébastien. Ouais. Donc moi c'est simple, je peux paraître comme quelqu'un qui a été clean. Je peux pas faire ça. Tout je suis clean. Comment je peux dire que je suis clean si je fais un truc comme ça? Il y en a plein qui ont fait ça. Il y en a plein qui ont fait ça. Ça peut sembler une stratégie, mais c'est une stratégie perdante. Parce que si jamais ça sort, tu es là au conseil à la fin devant tout le monde et ça sort. C'est là ce que l'autre sort de ça. C'est le joker que tu as perdu. C'est là ce qu'on sort de la manche. J'ai une épée de Damoclès sur la tête, un truc énorme. Et puis, je suis pas le genre de mec à pas assumer mes responsabilités. Donc, je vais voir Seb et je dis, Seb, je vais voter contre toi. Et Seb, il m'a dit, parce que j'ai voulu l'inviter chez moi, et il m'a dit, tu es la plus grande déception de ma vie. Ah ouais. Ouais, c'est dur. C'est super dur qu'on me dise ça. Voilà. Bon. Après, quand j'ai vu Seb qui dans sa présentation disait que
il serait prêt à faire n'importe quoi, même à trahir pour gagner koh. Je me suis senti un peu moins gêné, mais c'est dur quand quelqu'un te dit que tu es la grande déception de sa vie. Et je l'aime beaucoup. Il a Et c'est un touché du doigt super la gars, finale. c'est vraiment un super gars. Non, mais c'est le pire moment de sortir au dernier conseil éliminatoire. Évidemment que c'est le pire moment pour quelqu'un comme Sébastien. Alors, on se dirige vers l'orientation et vers les poteaux. Et là, je te cache pas, Marc, que moi, je suis sûr, j'aurais mis une pièce sur le fait que tu gagnes l'orientation. Et à l'arrivée, tu gagnes pas l'orientation. C'est Chantal qui la gagne. Ouais, mais l'orientation, alors, on va dire que je suis peut-être de mauvaise foi. L'orientation, c'est aussi, tu choisis d'aller vers un point. Ouais. Et il y a des points qui sont faciles à trouver, et tu as des points qui sont moins faciles à trouver. Moi, quand je dois chercher dans un cercle, je commence plein est, et au final, mon repère, il est plein ouest. Il faut d'abord que je quadrille voilà. C'est vrai. Ça dépend. Et tu sais, je vais te raconter une histoire. Tu sais ce qu'on fait à l'orientation? Je vais t'en raconter plein d'histoires. On dirait les anciens combattants qui se retrouvent. Je démarre, on se met d'accord avec ce qui doit souvent se passer en fait. On se met d'accord, je propose à Chantal et à Bruno, je dis ok, vous savez quoi? On se pose pas de questions. Moi je vous propose que je prenne l'indice de droite, Chantal au milieu et Bruno à gauche. Est-ce que vous êtes d'accord? Ouais. Ils me disent ok, donc on est d'accord, on sait qu'on marche pas Mélissa fait ce qu'elle veut. Mélissa fait ce qu'elle veut. Ouais. Sauf que Mélissa, je vais la voir un petit peu après. J'ai Mélissa, je t'aime beaucoup, parce que c'est une super minette. C'est une des plus gentilles de mon koh. Elle est adorable. C'est vrai. Elle est adorable. Elle a repassé mon t-shirt le soir de la finale. Elle m'a dit, Marco, tu as bien récupéré ton t-shirt pourri. Tu peux pas mettre ton t-shirt comme ça. Elle dit, tu me le donnes, je te le repasse. Je te rappelle quand même qu'à la finale, tu es le seul à être venu avec ta tenue d'aventurier et qu'on a été obligé de t'as été obligé de mettre des chaussures pour des questions de sécurité par rapport à la pyrotechnie. Je me souviens même pas des chaussures. Hein. Si, parce que tu étais pieds nus et je me souviens que y a les gars de la sécurité qui gèrent la sécurité du plateau et du studio étaient venus me voir en me disant Monsieur Brognard, il faut dire à votre aventurier, il est plus dans la jungle là. Il va falloir qu'il mette une paire de chaussures. Il peut garder son t-shirt dégueulasse, mais il peut pas. C'est possible. C'est une grande liberté. Hein. Une grande liberté. Moi, je peux aller voir mon banquier habillé en tenue de chantier. Quand tu sais que ce que tu as dans les mains, c'est bon, l'habit ne fait pas obligatoirement le moine. Non, c'est sûr. Et donc, je vais voir Mélissa et je dis, Mélissa, je t'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Mais si jamais, au moment de l'orientation, tu es collé à mes basques et que tu viens chercher autour de moi, je vais te pourrir, mais comme personne t'a jamais pourri devant une caméra. Je dis, me fais pas un coup comme ça, Mélissa, je te le ferai pas, tu me le fais pas. Mais au moment de choisir où elle allait, Mélissa dit, je vais aller avec Chantal. Et puis quand Chantal a trouvé, elle fait, je vais aller avec Bruno. Et donc, en fait, comme voilà, quoi, t'as bien fait de lui dire finalement. C'est un petit bout de stratégie en plus. Quoi. Comme quoi, t'es quand même un bon stratège. Donc, Mélissa, quand même, c'est Bruno qui passe à la trappe, qui ne trouve pas. Et donc, les poteaux, Chantal, toi et Mélissa. Et tu tombes le premier, après 2h40. Ouais, je tombe premier. Au moment où on nous dit… alors, on rappelle qu'on a une tempête énorme. Vous hésitez à faire les poteaux. Tu te souviens ou pas? On attend un petit peu. Ouais, c'est vrai. Il y a beaucoup de vent. Beaucoup. Il y a la pluie, du vent, un truc de malade. Alors j'ai des, comme dirait Jeff Probst, j'ai des nice recovery. Des moments où on croit que je vais tomber et puis après, je me rattrape. Jeff Probst, c'est l'animateur américain. Ouais, mais sur Big, ils vont me comprendre. Et donc, je me rattrape et au bout de 2h30, tu nous dis, il va falloir passer à l'ultime décrochage. Ouais. Et là, je commence à me préparer et c'est une erreur. Et en plus, je suis pas le seul à l'avoir fait cette erreur. Il faut le faire au dernier moment. Il faut le faire à des moments, parce que au moment où je commence à me préparer, j'ai un petit moment de faiblesse et je tombe. Ouais. Après, voilà, j'ai aussi ma taille, ma corpulence, qui fait que les poteaux, c'est pas simple. Pas non, mais la taille et tout. Il y a des grands et tout qui ont gagné les poteaux. Bah oui. Il y a des mecs incroyables comme Grégoire. Quand tu penses à Grégoire, quand tu penses mais Grégoire, c'était effectivement fabuleux. Mais tu vois,
donc à ce moment-là, toi, tu te dis, une fois que tu tombes, tu te dis, compte tenu de l'alliance et de l'amitié forte qu'il existait avec Chantal, tu te dis, si c'est Chantal qui gagne, elle m'emmène en finale? Sûr, Ouais. Donc en sûr. fait, toi, tu n'espères qu'une Et chose à la ce moment-là, veille, c'est que ce soit pas Mélissa qui gagne. je suis sûr que Chantal m'emmène. Et 2, 3 jours avant, Bruno me dit, je te fais une promesse, si jamais je gagne les poteaux, je t'emmène. Ah ouais. Donc il me reste plus que Mélissa. Donc Et ça veut dire que je si sais pas ce qu'aurait Mélissa, choisi Mélissa, ouais. mais je lui avais glissé quelques arguments percutants sur le fait qu'elle aurait largement intérêt à me choisir si elle gagnait les poteaux. Pourquoi? Parce que il y avait Elle je aurait lui pu fais un gagner calcul. Koh-Lanta. Elle aurait pas gagné Koh-Lanta, sans doute pas. Tu sais pas. Mélissa avait un très grand capital sympathie. Ouais, c'est Et vrai. tu sais, il y a aussi, il y a une Ouais, chose mais qui toi, tu avais revient très. impressionné les gens. Je pense que toi, tu fais partie de ces aventuriers qui, indépendamment de la stratégie, de l'affection, tu vois, on met l'affect un peu derrière. Je pense que Et tu avais quand même marqué l'aventure. la preuve, Jeff, il a voté pour moi quand même. Ouais. La preuve. Non, c'est une blague, Denis. C'est une blague. Hein. Rigole parce que quand je fais une blague et que tu rigoles pas, c'est compliqué. Et, Il y en a deux qui n'ont pas voté pour toi, hein, tu te souviens? oui. Est-ce que tu te souviens que le soir de la finale, Chantal, elle a pris une salve énorme et que tu as fait une remontrance à tout le monde en disant que c'était une honte de faire un conseil comme ça. Tu t'en souviens ou pas? Et Non. tu as remis tout le monde à jour en disant j'ai honte de ce que vous me faites. Vous n'avez pas le droit à une finale comme ça de matraquer quelqu'un. Et Ouais, mais moi, dans mon non, mais speech, je me souviens maintenant que tu me le dis, alors je me souviens pas de ce que j'avais dit moi, mais je me souviens effectivement de ce côté difficile à vivre pour Chantal, qui super dur, effectivement qui n'a arrivait, fait que s'excuser. Elle n'a ouais, fait que s'excuser. ouais, qui Et était moi, dans mon et speech, attention, hein, Chantal, grande aventurière, extraordinaire, incroyable grande aussi. aventurière, et une vie de cinéma quand même. Hein. Elle a été garde du corps, elle a fait des fringues, elle a été en Italie, elle a été mannequin, Triple championne du monde ouais, de kickboxing. kickboxing, ouais, non, non, Ouais, et tu as level. un truc de malade. Et je fais la moitié de mon speech pour leur demander de voter aussi pour Chantal, parce qu'il est hors de question que Chantal n'ait pas de vote à une finale comme ça, pas quelqu'un qui a fait Koh-Lanta comme ça. Et quand on sort, Christophe vient me voir et me Ouais. dit Marco, j'ai voté pour Chantal parce que c'est venu à mon oreille. Parce qu'il était hors de question que ça puisse se terminer comme ça. Ouais. Bruno et Christophe votent pour Chantal. Ouais. Et j'aurais aimé qu'il y en ait un petit peu plus. Parce que, franchement, elle est incroyable. C'est une fille, c'est un robot. Ah, moi, je suis d'accord avec toi. C'est une super aventurière. On l'a revue. Moi, c'est quelqu'un pour qui j'ai beaucoup de sympathie. Elle continue à courir. Ouais. Un jeu social compliqué, un jeu social très compliqué. Ouais. Mais incroyable. Elle est Ouais, vraiment non. incroyable. Elle est trop forte. Elle est même trop forte pour le groupe. Bon, et Beaucoup trop forte. Marc, je l'ai dit en te présentant hier. Moi, il y a quelque chose qui m'a impressionné parce que, évidemment, quand on gagne Koh-Lanta, on gagne 100 000 euros. Alors toi, tu as réussi ta vie professionnelle, tu fais partie de ceux qui vivent bien. Mais même quand on vit bien, eh bien, il y a plein de gens qui gardent les 100 000 euros. Et on ne peut pas les blâmer. Toi, tout de suite, tu as dit et tu avais indiqué que tu donnerais cet argent à une association ou plusieurs associations et tu as tenu parole. Quand je pars à Koh-Lanta, je vais voir mon notaire, Je me souviens très bien que tu nous expliques Romain, ça. Ouais. que je connais bien, que je salue. Et je dis Romain, je vais faire un truc, voilà, tu es secret professionnel, je vais faire Koh-Lanta. On fait un papier tous les deux, acte notarié, hein, et je te dépose 100 000 euros. Si je gagne Koh-Lanta, tu t'assures que les 100 000 euros, je donne à une association. Donc avant de partir, j'avais déposé l'argent chez le notaire parce que ça me libérait. Ça me libérait de quelque chose. Attention, Denis, il y a Et une ça te chose qui est libérait super de quoi? importante. Ça me libérait de cette espèce peut-être d'argent un peu. Je le faisais pas pour l'argent. Honnêtement, si après Koh-Lanta, j'avais dit non, mais les 100 000 euros, j'en ai rien à faire. On m'a dit allez, dis-le à d'autres, quoi. Non, c'est parce que t'as pas gagné que tu dis ça, quoi. Franchement, les 100 000 euros, j'en avais rien à faire. J'aurais donné 100 000 euros pour la Koh-Lanta. C'était un truc de malade. J'avais tellement envie de le Je peux faire. le confirmer. J'aime J'en suis sûr. tellement ça. J'aime tellement ça. C'est tellement dans mon ADN que
ça avait pas d'importance pour moi, cet argent. Tiens, il y a Et quelqu'un qui attention, dit, Linda qui dit, dire qu'on va donner 100 000 euros, c'est une chose, le faire, c'en est une autre. Et c'est pour ça que je voulais qu'on en parle ce soir. il y a une chose qui est importante. Il faut remettre les choses à leur mesure. 100 000 euros pour certains, c'est pas quelque chose de gros. C'est pas la même chose pour moi. Et donc la valeur du geste a beaucoup moins d'importance chez moi que chez quelqu'un d'autre. La valeur, elle est quand même importante. À Denis, quelle si, on doit association? le reconnaître. À quelle Terre, association? Terre de vie, on a donné ça à Terre de vie. Et donc le principe, nous avons toujours depuis 25 ans qu'on fait des affaires, on a toujours donné de l'argent à des associations. On dirige essentiellement vers les enfants, principalement les jeunes filles, pour l'éducation, la survie, l'éloignement là, dernièrement, Terre de Vie, ils m'appellent, ils me disent, parce qu'on continue à donner. Et tu sais, Denis, on fait pas la pub dans notre société. Chez Mademoiselle Marcel, on fait pas la pub en disant, voilà, on donne une partie de notre chiffre d'affaires tous les ans à des enfants issus de l'immigration qui ont traversé des boat people, qui ont traversé la Méditerranée et qui arrivent sans rien. Voilà. Et il y a pas longtemps, Terre de Vie m'appelle et me dit, il nous manque un budget. Il y a des jeunes filles qui vont faire le ménage chez des grandes familles à la ville. Elles se retrouvent enceintes par le patron. Et puis, elles se retrouvent à la porte et elles n'ont qu'une seule solution, elles ne peuvent pas retourner au village, c'est la prostitution. Eh bien, nous, il nous manque encore tel budget. Eh bien, j'ai dit, on se pose aucune question. On vous aide pour ce budget-là. Et si ça suffit pas, vous nous le dites. Et on est un petit peu souvent la dernière roue de secours. Ils cherchent comment ils peuvent faire. Et si à un moment donné, ça marche pas, ils savent qu'ils peuvent venir vers nous. La générosité ne dépend pas des moyens au départ et tu as cette forme de générosité. Marc, que penses-tu de la saison actuelle, de cette île des héros avec des héros et puis des nouveaux qui sont là et qui tentent de prendre leur place? Je disais tout à l'heure quelqu'un qui dit, Marc, qui pourrait être le père de Sam. Ouais, je pourrais être le père de Sam. Le père spirituel en tout cas. Je pense que j'adore. Tu sais, on est avec mon épouse, on est tout le temps en train de s'occuper de un ou deux jeunes qui sont paumés, qui ont fait des conneries. On s'en occupe. Parfois, on les recueille chez nous. Parfois, on leur fait de la formation. Il y a toujours des gens comme ça et j'adore m'occuper des jeunes et leur donner des moyens pour avancer dans la vie et vivre autre chose. J'aime beaucoup Sam. J'aime beaucoup Sam et je l'aurais. C'est là où j'aurais. J'adore ce que fait Claude, j'adore sa façon de jouer, mais c'est là où j'aurais joué différemment de Claude. J'aurais essayé de faire en sorte que Sam soit un de mes soldats parce que quand tu avances à plusieurs, tu avances quand même en sécurité. Et Claude joue très bien. On a Moussa qui est un grand marionnettiste. Claude joue très bien, mais à force de pas s'entourer assez, on peut manquer de cartouches, on peut manquer de soutien à un moment donné. Mais Sam, pourquoi tu l'aimes? Parce qu'il te fait penser au jeune homme que tu étais en Pas sortant du de tout. l'adolescence? Non, j'étais pas du tout. Tu sais, si je parle vaut mieux pas que je parle de mon adolescence parce que non, je suis pas du tout comme lui. C'est un garçon sérieux. Moi, j'étais un gros fêtard, videur en boîte de nuit. Je faisais en études ce qu'il fallait juste pour aller au level suivant. En même temps, j'avais toujours des bidouilles, je vendais des voitures, je faisais des machins. J'avais toujours 1 million de trucs en cours. Et Et j'ai pas Marc, eu du tout il une y a vie Claude comme qui dit, moi je suis un loup, sous-entendu, entre parenthèses, solitaire. ouais, c'est un solitaire. Un loup C'est solitaire. clair. Et parmi les nouveaux, tu me disais que tu avais apprécié le jeu d'Amad, même si c'était un stratège parfois au forceps. Alors, Ahmad, ouais, je te cache pas, tu sais que je le connais. J'ai eu l'occasion Ouais, de discuter pas mal de ouais. stratégie avec lui et aussi déroulement casting. Et oui, Ahmad, il connaît bien, il connaît très bien l'ambiance koh il connaît bien la stratégie. Euh, je lui avais donné un conseil vraiment important. Je lui avais dit, Ahmad, quand c'est simple, méfie-toi. À partir du moment où tu trouves que c'est simple, méfie-toi parce que l'orage va arriver, ça va être super compliqué. Et à partir du moment où ça te semble facile, Ahmad, méfie-toi parce que à partir du moment où c'est compliqué, rassure-toi parce que ça va devenir un peu plus facile derrière
et t'as juste à tenir le coup. Et je pense qu'Ahmad, j'en parlais, j'ai encore longuement eu hier sur ça, sur ces questions-là. Il m'a dit ouais, mais il m'a dit qu'est-ce que tu veux à partir du moment où on sait comment je joue, j'ai plus de solution. Hey mec, avance dans l'ombre, avance dans l'ombre. T'es pas obligé de te découvrir comme ça. Tiens, tu vois, c'est marrant. Benoît qui a gagné koh aussi dit Marc, c'est un super mec. Tu vois, je peux pas lire tous les messages parce que il passe très vite. D'ailleurs, je me marre parce que j'ai vu un message de Denis Brognard off. Tu sais, c'est-à-dire que les gens qui prennent ton identité, ça arrive évidemment aux candidats, mais ça m'arrive à moi. Il y a un mec qui me dit bonjour avec mon identité. Je trouve ça absolument génial. En tout cas, tu as vu cette saison, on réussit. Alors, le confinement y est pour quelque chose, évidemment, mais enfin, c'est une belle saison. Moi, je considère que c'est une des 3 plus belles. Je sais pas ce que tu en penses, toi qui es un fan de koh aussi. C'est une belle saison avec des hauts et des bas. Il y a toujours des épisodes qui sont plus intéressants que d'autres. Ah Nous, ben on ça, avait des ça épisodes c'est à la vie chier. de koh. C'est une saison qui va rester mémorable. C'est une saison qui va rester mémorable. Il y a des tas de choses marquantes. Moi, personnellement, j'aurais vécu difficilement une saison comme ça en tant que nouvel aventurier. C'est super compliqué de voir des mecs arriver. Des mecs qui ont la stature de Moussa, de Théoura, ou l'expérience sociale de Jessica. C'est super compliqué. Et je pense que, par exemple, pour Ahmad ou pour Sam, la saison a été différente s'il n'y avait pas eu ces anciens. Après, ça a le mérite de proposer quelque chose de nouveau. Exactement. Et donc, C'était le but. Ça change. Et puis tu vois, ce qui est génial aussi, c'est de penser qu'un type comme Sam, même s'il est parti tôt par rapport à son objectif, il a quand même marqué la saison et il restera, quoi qu'il arrive, quoi qu'il se passe maintenant, comme un grand aventurier qu'on reverra sans doute un jour. Sam, vous êtes obligé de le prendre dans un retour. Enfin, vous ne pouvez pas faire autrement. En plus, maintenant, vous avez des vieux, parce que chaque fois que tu avances, bah oui, le Claude, il va commencer à avoir 40 ans, le Claude, hein, quand même. 40 ans, ouais. Hein, franchement, il va commencer à avoir mal aux genoux aussi. Il est encore pas mal pour 40 balais, hein. Putain, ouais, tu parles, il est carrément super bien. On vieillit tous, hein. Tu te rends compte? Un mec, t'es incroyable, un mec que j'ai rencontré parce que on est allé passer, on s'est fait ensemble, je l'ai invité à un séjour qu'on a fait, quelqu'un que tu connais très bien, un séjour qu'on a fait sur une île qui s'appelle Edic. On avait passé 5-6 jours. Et Tony. Donc Tony, je l'ai invité à venir faire un peu de chasse avec nous. On est Tony, JB, Marilyn, Rodolphe, tout ça. Jean-Bernard incroyable dans l'eau. Très bon nageur aussi, un très bon nageur. Très bon nageur. Et Tony, il est incroyable. Je l'ai eu dans le live là, mais il est fou. Et 76 ans. Tu as vu l'âge qu'il a? 76. Il est incroyable. Mais il est énorme. Non mais. Et tu sais quel est son secret? Tu sais quel est son secret? Avoir une femme de 20 ans de moins que lui. C'est ce qu'il dit. Ouais. Et il a pas tort. Il dit, ça m'a forcé à rester jeune. Et puis il a eu des enfants forcément sur le tard avec son épouse. Et c'est vrai, je suis d'accord avec toi. Je lui dis toujours, moi je signe pour être comme toi à ton âge. Bon, en tout cas, c'est un bonheur de t'entendre, Marc. C'est un bonheur de t'écouter. Parce que je sais que tu es un passionné de tout ce que tu fais. Et donc tu as été un passionné et tu restes un passionné de koh. Au niveau de ta vie à toi, du business, t'en es où exactement? Nous, on est. Alors, tu veux dire, je reviens juste aujourd'hui ou je reviens sur ce qui s'est passé dans ma vie? Non, là, en ce moment, qu'est-ce que tu fais? Parce que tu es un entrepreneur, tu as fait tellement de choses, tu as fabriqué des maisons écolo, tu as fait plein de choses. Donc, dis-nous un peu ce que tu fais en ce moment. En ce moment, on a donc après avoir vendu tout notre réseau de boutiques, on avait décidé d'arrêter de travailler. On avait gardé une boutique avec des gens qui travaillent avec nous depuis très très longtemps. Ouais. Et cette boutique, au milieu de nulle part, dans un village Saint-Martin-du-Fouillou, le trou du cul du monde, cette boutique aujourd'hui, elle doit être le plus gros commerce de détail de l'Anjou. On a 850 mètres carrés. Il y a 2 mois, on a fait 18 bulletins de salaire. C'est un truc de malade. Et les gens viennent de très très loin. On vient voir notre modèle depuis des directeurs commerciaux de grandes marques. Pour ceux qui ne connaissent pas, tu vends quoi? C'est super drôle, quoi. Je vends aussi bien des vêtements femmes, une très grande sélection de vêtements femmes,
du vêtement homme, tiens. On vend de la chaussure, on vend de la décoration, on vend des tas de choses, quoi. On vend de tout. Mais demain, on va se transférer vraiment vers la permaculture, essayer de faire quelque chose d'un petit peu nouveau. On est en train d'ouvrir un café-restaurant, ça sera chez Mémé Marcel, souvenir à ma grand-mère. Plein de projets, plein Tu ne t'arrêteras d'activités. jamais. On s'amuse. On a une grande chance, surtout en cette période de confinement, c'est que on a derrière nous de très belles affaires et aujourd'hui on peut s'amuser. Alors l'objectif c'est toujours de réussir parce que tu peux pas t'amuser tu peux pas jouer en disant que tu vas perdre, mais on s'amuse super bien et on fait ça avec des gens qu'on adore, qui nous aiment. On a un super esprit de famille, c'est extraordinaire. Je conseille à tout le monde de vivre des expériences humaines comme nous vivons. Tiens, C'est fabuleux. il y a quelqu'un qui dit la team Anjou. Mathilde, tu te souviens? Ouais, Vient j'ai aussi rencontré d'Angers. Mathilde. Voilà. En tout cas, ton bonheur, il est communicatif, Marc. Ça fait 1 heure pile qu'on discute ensemble à bâton rompu. C'est un grand bonheur parce que voilà, tu as ce côté heureux qui irradie. Donc ne change rien. Merci, merci Reste bien. comme ça. Et j'ai été ravi que tu acceptes mon invitation parce qu'encore une fois, comme je le disais, tu parles assez peu de koh et tu n'es pas très très présent sur les réseaux sociaux. Je savais même pas que tu avais un compte Insta. Tu vois, j'ai découvert à l'occasion. Vaguement, c'est pour pouvoir suivre quelques personnes qui m'intéressent, mais voilà, des Gaël Giraud, des Nicolas Hulot, des Pablo Servigne, des gens comme ça que je trouve. Jean-Marc Jancovici, allez voir ce qu'il peut raconter, ce gars-là. C'est une lumière. Voilà. Merci beaucoup, Marc. C'était un Merci, plaisir. Merci à toi. Et puis, à très bientôt pour de nouvelles aventures. Et sache que demain, c'est une grande aventurière. Moi, je le dis, c'est une grande aventurière qui a été finaliste, qui était forte dans les épreuves, qui n'a pas toujours été comprise. Et c'est pour ça que je veux absolument qu'elle vienne et qu'on puisse converser tous les deux. Moi, je l'aime beaucoup. Elle vient de l'autre côté de la France, des Alpes. Elle a fait le tour du monde l'année dernière. C'est Clémentine. Clémentine, Ok, qui d'accord. sera mon invitée. Un personnage, un Exactement, sacré un vrai personnage. personnage de koh voilà, qui aura plein de choses à nous dire. Je lui poserai plein de questions. Donc Clémentine, à 18 h avec nous demain. Marc, tu vas pouvoir reprendre le chantier, le bulldozer, remettre les bottes. Et puis, fais gaffe, hein, n'oublie pas la gourde dans le jardin, hein, parce qu'elle vaut de l'or, hein, cette gourde de koh J'en ai plusieurs, t'inquiète pas. Salut à Bonne soirée à tout tous, le monde. très belle Ciao, soirée. bye. Merci Marc. Demain soir, Clémentine, je compte sur vous. À demain. Ciao.